vivante, proposé par Irène Chalon et Jean Leclerc. Cette semaine, la CIA. De Berlin à Téhéran, en passant par la Provence, l'agence, sa vie, ses heures. Elle pouvait faire exactement ce qu'elle voulait. Elle pouvait recruter des armées, acheter des banques. Nous étions tous financés par la CIA, mais nous ne nous en doutions pas. La sécurité nationale des États-Unis, légalement ou illégalement. Le coup d'État de 1953 a été considéré à l'époque par la CIA comme un véritable succès. En 1954, les États-Unis intervenaient presque ouvertement pour abattre un gouvernement de gauche qu'ils estimaient contraire à leurs intérêts stratégiques et commerciaux. Ce n'était pas la première sale combine menée à l'étranger avec succès, mais ce fut certainement la première de cette ampleur. Elle a en quelque sorte donné à l'agence son statut de majorité. Quel est l'avantage de l'article 18 ? Quel est le tarif ? Qu'a donc promis Raymond l'industriel ? Pourquoi Mr. Lockridge a-t-il fait le voyage à Téhéran ? Mais s'appelle-t-il vraiment Mr. Lockridge ? Qui donne ses conférences de presse en pyjama ? Quels sont les objectifs de l'opération ? Comment s'appellent les agitateurs ? Et combien tout cela va-t-il coûter ? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées dans cet épisode, aujourd'hui intitulé « Ajax versus Pravda ». La chute de la CIA, Robert Baer, chapitre 1, 15 mars 1995, Fort Langley, Virginie. Comme on me l'avait demandé, je me suis présenté au bureau de Fred Turco à 9h tapante. J'avais travaillé pour Fred au siège antiterroriste de la CIA au milieu des années 80. Maintenant, il était responsable d'un nouveau bureau créé pour renforcer la sécurité au sein de l'agence. Je savais pas du tout pourquoi il m'avait convoqué. Quand il m'a vu dans l'embrasure de sa porte, Fred m'a examiné avec attention, sans forcément apprécier ce qu'il voyait. J'étais rentré d'Irak du Nord la veille au soir. Je devais avoir l'air d'être resté des années sur le terrain. Je n'avais pas eu le temps de me faire couper les cheveux, j'avais un coup de soleil. Je portais une veste en tweed qui avait passé 3 mois au fond d'un sac marin. Il m'a demandé de m'asseoir. En silence, il a passé ses doigts dans sa tignasse prématurément grise et j'ai compris que l'heure n'était pas aux plaisanteries. Il m'a annoncé que 2 agents du FBI m'attendaient à l'étage du dessus. Ils souhaitaient m'interroger. J'avais pas besoin d'explications supplémentaires. Le FBI n'interrogeait jamais les officiers de la CIA rentrant de mission sans qu'il y ait une enquête criminelle dans l'air. Pourquoi le FBI, Fred ? Il a déplacé une boîte sur son bureau pour mieux me voir. Il se trémoussait, mal à l'aise dans son fauteuil. J'ai senti qu'on n'avait pas encore touché le fond. Il fixa sur moi ce regard connu de tous à la CIA et finit par me dire que Tony Lake avait ordonné au FBI d'enquêter sur mon compte pour tentative d'assassinat contre Saddam Hussein. Un assassinat. Je savais que ce qui s'était passé en Irak allait à coup sûr faire trembler les vitres de la Maison Blanche. Je savais aussi que Lake, conseiller à la sécurité nationale auprès du président, était furieux contre nous. Mais là, c'était dément. Lâcher le FBI aux trousses de la CIA. Sans compter que l'accusation était fausse. C'est pas sérieux. Ce fut tout ce que je pus articuler. Fred a eu un haussement d'épaule. Tu n'as aucune idée de la façon dont fonctionne cette ville. Garde ton sang-froid et on te tirera de là. Rob Davis, un avocat du bureau du conseil juridique, était assis à la table de conférence dans le fond de la pièce, tellement silencieux que j'avais oublié. Il
Il s'est mis de la partie et il me dit « Alors écoute Bob, tu viens de passer presque 20 ans à l'étranger, Washington a vraiment beaucoup changé, des enquêtes comme celle-ci, il y en a tout le temps maintenant, Fred a raison, tu vas t'en tirer, et par la même occasion, ça fera de toi un meilleur officier. » Ah ça, il avait raison sur un point. Washington avait changé. Mais que cette enquête pût être profitable à ma carrière, ça c'était des conneries. J'étais dans la boîte depuis assez longtemps pour savoir depuis belle lurette que la CIA ne soutenait plus ses officiers sur le terrain. Une enquête du FBI, même dénuée de fondement, ça signifiait que ma carrière était sérieusement compromise. À l'agence, comme ailleurs au gouvernement fédéral, on était innocent tant qu'on n'était pas mis en examen. Là, j'ai fait comme si Davis n'existait pas, et je me suis retourné à nouveau vers Fred. Lorsqu'il était ancien officier traitant, il avait eu, lui aussi, maille à partir avec le politiquement correct. Il savait comment le jeu se jouait à Washington. Et je comptais sur lui pour me donner quelques leçons accélérées. Alors là, il me dit, je monte le premier, en se levant de son bureau. J'assisterai à l'entretien, Davis aussi, mais n'oublie pas que Davis représente la CIA, et pas toi. Les agents du FBI vont te dire que tu as droit à un avocat, à toi de voir. Mais si tu en demandes un, franchement, ça va faire désordre. On se retrouve dans 5 minutes. L'histoire manquait pas de piquant. C'était moi qu'on interrogeait, mais l'avocat bossait pour la CIA. Les 2 agents du FBI étaient assis à la table ovale du bureau du conseil juridique. Ils se sont levés, m'ont serré la main et m'ont montré leurs cartes. J'ai reconnu l'un d'eux. Mike et moi avions travaillé ensemble en 1986 à Wiesbaden, en Allemagne. Dans les mots, il resta strictement professionnel. Dès que nous étions assis, il me dit « Monsieur Baer, nous menons une enquête criminelle. Vous avez droit à un avocat. Souhaitez-vous en consulter un ?» J'ai décidé de m'en passer. D'abord, j'avais pas d'avocat. Puis même si j'en avais eu un, mon salaire de fonctionnaire ne m'aurait pas permis de m'offrir ses services pour une enquête prolongée. Alors, quelle autre solution? Appeler l'Organisation américaine de défense des libertés individuelles? Mais il faudrait leur expliquer que, étant accusé d'être un assassin de la CIA, j'aimerais néanmoins bénéficier d'une assistance juridique à titre bénévole. En outre, j'avais pas besoin d'un avocat pour savoir que, dans une enquête comme celle-là, la chose à jamais faire était de dire quoi que ce soit de son plein gré. J'avais moi-même conduit assez d'enquêtes pour le savoir. Je se contentais de répondre aux questions par oui ou par non. Nous enquêtons sur une tentative de meurtre avec préméditation, l'assassinat de Saddam Hussein, commença Mike. J'ai rien répondu. Savez-vous que le décret présidentiel 12-333 interdit à la CIA de perpétrer des assassinats? Le président Reagan avait fait promulguer ce décret en décembre 1981. Depuis, tout agent de la CIA avait l'obligation de le lire et de le parapher. Je l'ai lu. Avez-vous tenté d'assassiner Saddam Hussein? Non. Avez-vous jamais ordonné à quiconque d'assassiner Saddam Hussein? Non. À votre connaissance, quelqu'un de votre équipe a-t-il tenté d'assassiner Saddam? Non. Avez-vous jamais utilisé le nom de Robert Pope? J'ai pas répondu. Mike tourna alors vers moi une épaisse chemise en kraft et me montra un rapport de 3 pages où son doigt avait laissé une trace. Il était question d'une réunion en Irak du Nord, fin février 1995, entre Ahmed Chalabi, chef d'un groupe de dissidents irakiens, et 2 officiers de renseignement iraniens. Je me mis à lire le rapport. Chalabi avait dit aux Iraniens que les États-Unis avaient finalement décidé de se débarrasser de Saddam et de l'assassiner. À cette fin, toujours selon Chalabi, le Conseil national de sécurité avait envoyé une équipe NSC conduite par Robert Pope en Irak du Nord. Le NSC, expliquait Chalabi, lui avait demandé de contacter de sa part le gouvernement iranien afin de solliciter son soutien.
Le rapport disait encore qu'au milieu de la réunion, Chalabi avait reçu un coup de fil et quitté la pièce, donnant ainsi aux Iraniens l'occasion de lire une lettre laissée en évidence sur son bureau. Prétendument écrite sur un papier en tête du NSC, elle demandait à Chalabi de fournir à M. Pope toute l'assistance requise pour sa mission. J'arrêtais là ma lecture. Je connaissais bien Ahmed Chalabi. J'étais en Irak du Nord au moment de la réunion en question, et je savais sans l'ombre d'un doute que Chalabi avait inventé cette histoire de toute pièce. Il avait dû se dire que s'il pouvait berner les Iraniens et leur faire croire que le NSC et la Maison-Blanche voulaient enfin sérieusement se débarrasser de Saddam, ceux-ci pourraient faire autrement que de les soutenir, lui et sa faction. Restaient néanmoins quelques problèmes. D'abord, il n'y avait pas de Robert Pope, ni de projet d'assassinat du NSC. Personne, ni le NSC, ni qui que ce fût, n'avait demandé à Chalabi de transmettre un message à l'Iran. Quant à la lettre, c'était un faux grossier. Chalabi l'avait laissée sur son bureau en sachant que les Iraniens résisteraient pas à la tentation de la lire dès qu'il aurait quitté la pièce. Jusqu'ici, tout allait bien. Mais comme beaucoup de pièges, celui tendu par Chalabi avait attrapé le mauvais lièvre. Non pas les Iraniens qu'il voulait leurrer, mais le conseiller à la sécurité nationale auprès du président des États-Unis. Visiblement, Tony Lake ne savait pas comment fonctionnait le Proche-Orient, comment les complots, les mensonges et les impostures, telle l'arnaque Pope montée par Chalabi, régissaient la région. En revanche, Lake connaissait bien Washington et la politique. Il s'était fait avoir et quelqu'un allait devoir payer. Dans les interminables querelles territoriales de l'administration, ça voulait dire la CIA. Et comme j'étais l'homme de la CIA en Irak du Nord, ça voulait dire moi. Peu importait à Lake qu'Ahmed Chalabi eût été jugé et condamné pour avoir escroqué sa propre banque. Peu importait que l'on soit au milieu de la plus importante action contre Saddam Hussein jamais engagée depuis la fin de la guerre du Golfe. On m'avait ordonné de rentrer à Washington. Et désormais, ma carrière, ma réputation et mon avenir étaient entre les mains d'un homme très puissant et très en colère. En outre, l'agence pour laquelle j'avais travaillé pendant presque 20 ans avait laissé faire son broncher. Le pire de tout, peut-être, c'était que j'étais pas vraiment surpris. Si nos ressources humaines en renseignement s'étaient taries comme en plein désert, il y avait une raison. À commencer par un manque de cran des responsables du QG de l'Anglais, en Virginie, l'endroit même où je me trouvais assis. Je finis de lire la note et lever les yeux. Je savais que si le conseiller à la sécurité nationale du président ne comprenait pas le Proche-Orient, les deux agents du FBI le comprenaient guère plus. Certes, c'était pas leur boulot. Alors je dis, il n'y a pas un mot de vrai dans tout ça. Les deux agents du FBI devinèrent qu'il n'aboutirait nulle part. Ils se regardèrent avec un hochement de tête. Mike se tourna vers moi et me demanda « Seriez-vous prêt à passer au détecteur de mensonges ?»« Sans problème. » J'étais allé trop loin pour reculer. Mike me raccompagna à la porte. Arrivé dans le couloir, hors d'écoute des autres, il me dit « Franchement, le ministère de la Justice a eu du fil à retordre avec ce dossier. Le 12333 les embêtait, alors à la place, ils ont pris l'article 18, alinéa 1952 et 1958. » Je le dévisageais en attendant la traduction. La législation fédérale concernant le meurtre sur commande. Et il tourna les talons pour joindre les autres. Je devais découvrir un peu plus tard que la peine maximale pour une condamnation au titre des alinéas 1952 et 1958 était soit la prison à vie, soit l'exécution capitale. Histoire vivante. Cette semaine, la CIA. Aujourd'hui, Ajax versus Pravda.
Jacques Maté-Doré au micro d'Histoire vivante en 2003. Se poser toute la question des relations entre la technique, la science, la politique et l'histoire. Vaste débat. On sait qu'il n'est pas encore achevé et qu'il ne s'achèvera peut-être qu'avec la réconciliation de la technique, de la science et de la sagesse, qui était l'ancien idéal grec. Se poser la question sur les relations entre la science, les techniques, la politique et l'histoire, c'est aussi revenir sur un voyage que fait en 1945 l'illustre Charles Lindbergh, celui qui, presque 20 ans plus tôt, en 1927, va mettre un peu plus de 30 heures pour traverser l'Atlantique à bord d'un monomoteur constitué de bois, de toile et de câbles métalliques. L'aventure est partie d'une récompense de $25 000 promise par le businessman Raymond Orteig en 1919. Lindbergh, qui n'est alors qu'un pilote de la postale acheminant le courrier de Saint-Louis à Chicago, décide de relever le défi et supervise la construction du Spirit of St. Louis. Alors que d'autres ont échoué de façon dramatique, Charles Lindbergh réussit les 20 et 21 mai 1927 et devient aussitôt un héros national. En mai 1945, Charles Lindbergh est donc à Berlin. Le 8 du même mois, à 23h01 très précisément, le Reich millénaire a cessé d'exister après 11 années. Extrait de l'épopée du ciel clair de Lou Bogdan paru chez Hachette. Les contractions de l'histoire ont libéré autant d'énergie destructrice que celle de la matière. L'apocalypse nucléaire aurait pu, à quelques semaines près, couronner le tableau de désolation. L'Europe n'est plus qu'une plaie béante. Triste purgatoire pour un homme d'action, le colonel Charles Lindbergh est chargé par la marine américaine de conduire une mission d'évaluation des progrès réalisés par l'Allemagne en matière d'avions et de fusées. Un rôle de pilleur d'épaves en somme pour le héros de l'Atlantique. Mais le butin s'annonce colossal. L'Allemagne nazie a construit en 6 ans 113 000 avions, dont plus de 3 000 pour le seul mois de septembre 1944. Gigantesque capacité de production, mais aussi, comme le découvriront bientôt les experts alliés, une avance technologique stupéfiante. Accompagné de plusieurs officiers de la mission technique, Lindbergh quitte Villacoublay le 17 mai. Dans le Dakota qui les emmène en Allemagne, sont également embarqués une Jeep, une remorque et du matériel. Aucun signe distinctif ne les fait remarquer, ils sont habillés en simples GIs pour passer inaperçus en territoire allemand. Le samedi 19 mai, Lindbergh se rend à Oberammergau, station plus que symbolique. Célèbre pour ses passions, Oberammergau abrite aussi le centre ultra-secret de recherche de Messerschmitt. C'est l'un des sanctuaires de la technologie aéronautique, de la balistique et des nouvelles armes. Avec le passage de Lindbergh, Oberammergau va devenir le principal centre d'interrogatoire des ingénieurs et savants allemands. C'est là que 2 jours après, Lindbergh rencontre Willy Messerschmitt. Leur discussion porte sur les avions thermopropulsés par fusée. Willy Messerschmitt estime que l'avion à réaction a un très grand avenir militaire et commercial. Il envisage des vitesses de croisière supersoniques pour des avions de ligne transportant en 1 heure ou 2 des passagers d'Europe en Amérique. Willy Messerschmitt vient tout juste de rentrer d'Angleterre, où il a subi une série d'interrogatoires complets dans une école maternelle de Wimbledon, école aménagée spécialement à cet effet. Britanniques et Français lui ont tour à tour proposé de venir travailler pour eux. « L'Amérique vous intéresse-t-elle » lui demande Lindbergh. « Cela dépend des conditions », répond le professeur. Le 22 mai, c'est-à-dire le lendemain, c'est à présent la rencontre avec le docteur Helmut Schlepp, patron du service des avions à réaction de Messerschmitt. Schlepp accompagne Lindbergh et son équipe pour une visite commentée de l'usine BMW à Munich.
Il n'a pas 40 ans, il parle couramment l'anglais. Sa femme et son enfant sont restés à Dresde, anéanti par l'un des bombardements massifs les plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de cette visite, un homme s'approche d'eux. Il leur dévoile que, désobéissant à un ordre de destruction, il a caché les plans d'un moteur en cours de développement, à 2 heures à bicyclette de Munich. Les documents sont aussitôt récupérés. Le lendemain, mercredi 23 mai, suite de la chasse au trésor, départ de Munich en direction d'Ulm pour visiter une autre usine BMW et récupérer d'autres pièces de moteur à réaction. Jeudi, on finit par dresser le bilan de la moisson au quartier général des techniciens de la marine, près de Wiesbaden. 1,5 tonne de documents, plusieurs tonnes de pièces, maquettes de soufflerie de chez Messerschmitt, outillage, etc. Le tout va bientôt être expédié à partir de Wiesbaden. L'une des toutes premières destinations sera Seattle. En effet, Boeing disposera très rapidement de documents allemands, favorisant la mise au point de la voiture en flèche et lui permettant de lancer très rapidement l'étude du premier bombardier à réaction, le B-47, ancêtre du B-707. Le 19 juillet 1953, James Logridge, un homme d'affaires américain, se rend de Beyrouth à Téhéran. Il passe la frontière à Cannon Kin, où un douanier de faction enregistre le voyageur sous l'appellation « Monsieur avec cicatrice à la droite de son front ». Cela n'a guère d'importance, tant il est vrai que James Logridge n'est pas son vrai nom, et qu'il ne s'agit pas non plus d'un authentique homme d'affaires américain. C'est un agent de la CIA. Sa mission ? Orchestrer la première tentative de l'agence visant à renverser un gouvernement. Son vrai nom ? Kermit Roosevelt. Il est âgé de 35 ans, il est né à Buenos Aires en Argentine. C'est le petit-fils du 26e président des États-Unis, Theodore Roosevelt. Kermit Roosevelt est diplômé de l'université de Harvard. En 1938, il est devenu historien, homme d'affaires et officier d'espionnage dans l'OSS. Le Proche-Orient vibre d'intrigues politiques. L'Iran, plus connu autrefois sous le nom de Perse, sert de décor idéal aux contes orientaux tels que Scheherazade, Ali Baba ou encore Aladdin, mais Kermit Roosevelt, lui, s'occupe de la seule et unique réalité en ce mois de juillet 1953, Mohammad Mossadegh. C'est la cible qui lui a été désignée. Cet homme est le premier ministre d'Iran. Les enjeux de la mission sont la menace communiste et le pétrole. Petit retour en arrière. L'histoire de l'industrie pétrolière en Iran débute en 1901, lorsque l'homme d'affaires britannique William Darcy obtient de Mozaffareddin Shah un accord de concession pétrolière autorisant le Royaume-Uni à explorer et exploiter les ressources pétrolières du sud de l'Iran pour une durée de 60 ans. La découverte de pétrole en 1908 dans les environs de Masjed Soleiman mène à la formation de l'Anglo-Persian Oil Company, l'APOC, basée à Londres. En achetant une majorité des actions de l'entreprise en 1914, le gouvernement britannique prend le contrôle direct de l'industrie pétrolière iranienne, contrôle auquel il ne renoncera pas pendant 37 ans. Mark Alexander, journaliste. La Grande-Bretagne ne possédait pas de pétrole. Alors après cette découverte, elle a voulu prendre le contrôle de l'intégralité des gisements. Très vite, elle a créé la compagnie anglo-iranienne du pétrole, dans laquelle elle est devenue actionnaire majoritaire. D'autre part, une convention a été signée avec l'Iran. L'intégralité des stocks iraniens irait aux mains de cette compagnie britannique, ainsi que tous les droits d'exploitation. Donald Wilber, journaliste. À partir des années 1920, le pétrole s'est bien entendu révélé être une manne financière, mais la répartition des profits était inégale. L'Iran ne percevait parfois que 16% des bénéfices qui étaient définis d'une manière qui le désavantageait. De plus, personne n'avait accès aux comptes, pas même le gouvernement iranien.
Varangian Press, journaliste. Il ne faut pas oublier qu'une vague nationaliste balayait l'Iran à cette époque-là. Depuis la fin du XIXe siècle, le pays était en lutte contre les Britanniques. Et il pensait que le temps était enfin venu pour lui d'acquérir son indépendance. As Iran's vast petroleum reserves aroused nationalists following seizure by the Iranian government of the British-operated refineries and distribution facilities. Demonstrations at the huge oil port of Abadan culminate in the tearing down of signs over company offices and the raising of the Iranian flag over the installations. Et voilà qu'arrive Mossadegh, un homme de loi éminemment respecté et qui s'est hissé jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Mossadegh est un personnage excentrique, haut en couleur, qui depuis son lit, vêtu d'un pyjama, donne des conférences de presse. Ce flamboyant personnage a réduit le jeune Shah Reza Pahlavi au rang de chef d'État d'opérette. Robert Rubaud, journaliste. Mohammad Mossadegh était une figure politique incontournable en Iran depuis très longtemps. Certains de ses proches descendaient de la dynastie précédente, les Qajars, et c'était une sommité depuis plusieurs décennies. Avant de devenir Premier ministre en 1951, il s'était déjà publiquement opposé à la mainmise des Britanniques sur l'industrie pétrolière iranienne, de même que sur le contrôle du pays. Histoire vivante. Cette semaine, la CIA. De Berlin à Téhéran en passant par la Provence, l'agence Sa vie, ses œuvres. Le Shah est l'héritier du trône royal de l'Iran. Mossadegh, sympathisant de l'Union soviétique, est un réformateur social qui déteste de l'impérialisme occidental. Pire, il nationalise la compagnie de pétrole anglo-iranienne. Mark Alexander, journaliste. Mossadegh était un personnage fascinant, une figure incontournable de l'histoire des pays en développement au XXe siècle.
Il faut garder à l'esprit que, jusqu'alors, jamais aucune personnalité d'un pays pauvre ne s'était encore opposée de manière si directe au maître de l'univers. Personne ne s'était jamais dressé pour dire « cette ressource nous appartient ». Et qu'importe la compagnie et les accords que vous nous avez imposés car ils étaient injustes. Nous disposons de cette ressource, mais nous vivons dans la misère. Nous avons besoin de l'argent qu'elle génère et nous réclamons notre dû. Donald Wilber, journaliste. Il prônait la souveraineté nationale, mais était bien plus qu'un simple leader national. C'était la notion de démocratie libérale qui lui tenait profondément à cœur. Varangian Press, journaliste. Time Magazine en a fait l'homme de l'année en 1951. Ils l'ont préféré à Douglas MacArthur, Harry Truman, Winston Churchill et de nombreuses autres personnalités. Et ils avaient raison. C'était la personne la plus importante au monde à cette époque-là. Mark Alexander, journaliste. Comme le souhaitaient nombre d'Iraniens, il a voulu s'assurer que l'Iran conserve les revenus de son propre pétrole, ou du moins une part importante, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Donald Wilber, journaliste. Certains ont commencé à remettre en question la compagnie anglo-iranienne du pétrole. Vous devez revoir votre contrat avec nous et partager équitablement au lieu de garder 90% des profits pour vous. Ou même plus, ce que personne n'a jamais pu vérifier, les comptes étant restés secrets. La compagnie a refusé. Ils ne voulaient pas céder d'un pouce. Ils étaient vraiment intransigeants. Sans doute étaient-ils encore pris dans la mentalité coloniale du passé et que l'idée qu'un pays pauvre puisse essayer de leur mettre la pression ou de leur dicter ses lois leur était inconcevable. Mark Alexander, journaliste. Le principal enjeu consiste à contrôler la production, car alors, vous pouvez l'augmenter ou la diminuer à votre gré, et ainsi influer sur le prix. L'action de Mossadegh mettait cela en péril. La nationalisation signifiait que ce contrôle passait des mains de la compagnie à celle de l'Iran. Maintenant, nous gérons la production et décidons à qui nous la vendons. Cela pouvait influer sur le marché, et c'est ce qui en a fait une menace. Robert Rebaud, journaliste. Truman et Eisenhower étaient en désaccord profond quant à savoir si Mossadegh était le problème ou la solution. Truman et son secrétaire d'État, Dean Acheson, travaillaient depuis un moment en étroite collaboration avec Mossadegh. Ils éprouvaient une sympathie sincère envers l'Iran et ses efforts pour tenter de se soustraire à l'influence de la Grande-Bretagne. Ils étaient convaincus que la meilleure solution était de négocier avec Mossadegh. Eisenhower et son équipe, en revanche, et bien que l'idée ait mis du temps à faire son chemin, étaient plutôt disposés à trouver une autre alternative. Les Anglais, pâles de rage, retirent leurs techniciens en guise de protestation. À Washington, le président Dwight Eisenhower donne son appui aux Anglais pour renverser Mossadegh. L'opération Ajax a commencé. Une fois le renversement de Mossadegh décidé par l'administration Eisenhower, Mark Alexander, journaliste. Allen Dulles a engagé Kermit Roosevelt pour planifier le coup d'État. Début août 1953, Roosevelt est arrivé à Téhéran et a démarré son opération secrète. C'est une opération passionnante à étudier, car elle répond à cette drôle de question. Comment s'y prend-on pour renverser un gouvernement ? Former Premier Mossadegh's ruined house is a mute testimony to 3 days of bloody rioting culminating in a military coup. Imaginez qu'on vous envoie dans un pays renverser le gouvernement. Par où commencez-vous? Que faites-vous ensuite? In the quick shift of power, Mossadegh was finally apprehended and awaits trial for treason. The Shah, who had fled to Rome, comes home, backed by General Zahedi, military strongman, who engineered his return to power. The general will now have a strong voice in the newly formed government, whose cabinet is seen here with Shah Pahlavi.
Kermit Roosevelt était véritablement une sorte de James Bond qui appliquait une politique très efficace. Chaque jour, des articles expliquaient à quel point Mossadegh représentait le mal, qu'il était juif, homosexuel, criminel, que c'était un agent britannique, tout ce qui pouvait le fragiliser. Dès le départ, il avait dans l'idée d'impliquer le Shah dans le complot. Le Shah était un homme très lâche, une véritable poule mouillée. Rien à voir avec l'image que l'on a eue de lui 20 ans plus tard. Il était terrifié à l'idée d'être impliqué dans cette opération. Il redoutait avec raison, sans doute, d'être fini et chassé du pays si les choses tournaient mal. Tom Kershaw, journaliste. Jusqu'à la dernière minute, rien n'était gagné. Le Shah n'y croyait pas lui-même. Pour le convaincre, ils ont dû faire venir sa sœur, détestée et réticente à l'idée de venir. Mark Alexander. Kermit Roosevelt a dû déployer toute sa force de persuasion, exercer de fortes pressions et faire appel à de nombreuses personnes afin de convaincre le Shah. Mais qu'attendait-il au juste de lui? Qu'il signe 2 décrets, des firmans, comme on dit en farsi. Le premier signifiait à Mossadegh sa destitution en tant que Premier ministre. Le second nommait le général Zahedi comme son successeur. Donc, un soir vers minuit, un général ou un colonel de l'époque, loyal au Shah, est arrivé chez Mossadegh avec quelques soldats, a frappé à sa porte, et quand elle s'est ouverte, a déclaré « J'ai 2 décrets du Shah ». Tout le monde, y compris le Shah et Kermit Roosevelt, savait comment Mossadegh allait réagir. Il dirait « Ils sont illégaux, je les rejette. Vous n'avez aucun droit de nommer un Premier ministre et d'en congédier un sans l'accord du Parlement. » À ce moment-là du plan, il devait alors l'arrêter. Donald Wilber. Ce plan simple a échoué, car Mossadegh en avait eu vent. Quand les troupes du Shah sont arrivées pour l'arrêter, Mossadegh les attendait avec encore plus de soldats. Et il a fait arrêter le colonel du Shah. Mark Alexander. Le lendemain matin, Radio Téhéran déclarait qu'un complot britannique, c'est ce que croyaient naïvement les Iraniens, avait été déjoué. En entendant cela, le Shah a immédiatement fui le pays pour se rendre à Bagdad, puis à Rome. Le département d'État américain envoie alors un message à Kermit Roosevelt, lui ordonnant de quitter l'Iran sur le champ. Mais un ami de l'agent américain détourne intentionnellement ce message, qui ne parvient à son destinataire que 24 heures plus tard. 24 heures supplémentaires pour tenter de passer à une nouvelle tentative. Roosevelt pense que l'armée et le peuple vont se soulever unanimement contre Mossadegh avec, naturellement, un petit coup de pouce de la CIA. Dans les rouages de la machinerie se cachent 2 agitateurs professionnels. Leur nom de code, Bosco 1 et Bosco 2. Mark Alexander. L'une des choses les plus intéressantes qu'a fait Kermit Roosevelt, en dehors de soudoyer des députés, des officiers et j'en passe, a été sa décision de plonger Téhéran dans le chaos. Il était convaincu que si des manifestations et des violences agitaient quotidiennement la ville, les gens commenceraient à penser que le Premier ministre avait totalement perdu le contrôle du pays. Donc, alors que le coup d'État se rapprochait à grands pas, il a soudoyé le plus grand chef de gang de Téhéran, un dénommé Shaban, l'écervelé, afin d'engager sa bande. C'est bien Kermit Roosevelt qui a eu l'idée de demander à ce gang d'envahir les rues de Téhéran, de tabasser des passants, de détruire des vitrines et de faire feu dans les mosquées en criant « Vive le communisme, nous aimons Mossadegh !» Mais il ne s'est pas arrêté là. Il avait encore une meilleure idée. Il a engagé une autre bande pour attaquer la première, ce qui a conduit à un déchaînement de violence dans les rues.
Bosco I et Bosco II. Ils échauffent les esprits des paysans et les amènent vers la capitale par camion entier, tout frais payé par la CIA. D'après Roosevelt, la foule doit envahir les rues en scandant des slogans du genre « Abba Mossadegh, vive le roi ». Au moment prévu, alors que les paysans ont déjà envahi les trottoirs de la ville et se lancent dans la manifestation organisée, l'agent américain fait entrer en scène son général de substitution, Fazlollah Zahedi, juché sur un tank. On saccage la maison de Mossadegh, mais le Premier ministre parvient à s'échapper. Mark Alexander, journaliste. Finalement, tard dans la nuit, les coups de feu ont cessé. Les derniers occupants ont fui et Mossadegh a sauté un mur arrière avant de disparaître. La résidence a été totalement pillée et certains meubles personnels de Mossadegh ont même été vendus dans la rue, comme son réfrigérateur pour $35. Le temps était venu d'asséner le coup de grâce, la nomination de Zahedi. Zahedi était à présent sous la garde de Kermit Roosevelt, qu'il avait caché en lieu sûr près de l'ambassade américaine. Roosevelt est venu le voir pour lui annoncer que tout s'était bien passé et qu'il allait devenir Premier ministre. Le gars était assis là, en sous-vêtements, à attendre des nouvelles. Ils lui ont fait traverser les rues de Téhéran à bord d'un char jusqu'à la station de radio où il devait annoncer officiellement que Mossadegh avait été renversé et qu'il allait prendre sa place. L'événement a été plutôt festif, même si un petit incident a un peu terni la fête. Alors qu'il allait s'exprimer, les diffuseurs de la radio ont décidé qu'il leur fallait une musique martiale pour montrer que le patriotisme iranien avait finalement triomphé. Mark Alexander. Selon ses dires, il s'est donc précipité à la bibliothèque de l'ambassade, a attrapé le premier disque qui lui est tombé sous la main et l'a immédiatement mis sur la platine. Le premier chant qui est sorti était l'hymne national américain. Encore un clin d'œil de l'histoire, puisque c'était bien les Américains qui venaient de prendre le pouvoir. Mais on a vite remis de la musique iranienne et Zahedi a prononcé son discours. Le vilain Mossadegh était parti et lui allait reprendre l'Iran en main et lui rendre sa grandeur. Tom Kershaw, journaliste. Le Shah déjeunait dans un hôtel à Rome, s'interrogeant probablement sur son avenir. Il pensait déjà à trouver du travail, rentrer en Iran lui étant impossible. Quand tout à coup des reporters ont débarqué et lui ont tendu des journaux en disant « Vous êtes de nouveau en piste. Un autre coup d'État a eu lieu et a réussi. Vous allez être roi. » Il est resté abasourdi, incapable de parler pendant un moment. Finalement, ses premiers mots ont été « Je le savais. Ils m'aiment. » Mark Alexander. Après le putsch, plusieurs centaines d'officiers ont été arrêtés et une soixantaine exécutés. On a assisté à une purge de tous ceux qui étaient jugés loyaux au gouvernement démocratique et non à Zahedi ou au Shah. Ainsi, on nettoyait l'armée en faisant ce que Mossadegh avait refusé de faire, c'est-à-dire créer une armée loyale au pouvoir en place. Mossadegh se rend à la police iranienne. Il passe en jugement pour haute trahison. Histoire vivante. Cette semaine, la CIA. Aujourd'hui, Ajax versus Pravda. Le 29 août 1953, le Shah entre en triomphe. Il dit à Roosevelt « Je dois mon trône à Dieu, à mon peuple, à mon armée et à vous ». Le Shah, plein de gratitude, donne son accord pour la fondation de la compagnie pétrolière nationale de l'Iran. La société sera à 40% américaine et à 40% anglaise, du moins tant que le Shah demeurera au pouvoir. Sous la direction experte de Kermit Roosevelt, l'opération Ajax n'aura pris en tout et pour tout qu'1 mois et n'aura coûté que $60 000. Le renversement de Mossadegh en Iran va rester pour Alan Dulles
le plus beau coup de sa carrière. Un homme et un seul est à la base du coup d'État qui a conduit au renversement du Premier ministre Mossadegh en Iran. Cet homme, c'est un agent de la CIA, Kermit Roosevelt, petit-fils, nous l'avons dit, du premier des présidents Roosevelt, non pas Franklin Delano, mais Theodore. Nous l'avons dit, la CIA et le secrétariat d'État aux États-Unis, en cette année 1953, sont alliés dans une même fratrie. Les Dulles, Allen à l'agence et Forster au ministère, sont dans un état de complicité et de connivence tel qu'il offre à l'agence tous les moyens d'action nécessaires. Quand on interroge l'agent Roosevelt, aujourd'hui retraité de la CIA, sur l'affaire iranienne et le coup d'État contre Mossadegh, voici cependant son explication. Il y a eu quelques discussions et Foster Dulles tournait autour de la table. La seule personne qui, à mon souvenir, a pris une position particulière du côté du département d'État était l'ambassadeur Anderson, rentré de Téhéran pour cette rencontre. Il disait qu'il ne voulait connaître aucun détail. Il sentait qu'il s'agissait d'une rupture considérable avec la tradition diplomatique, mais que la situation l'exigeait. Il voulait bien l'approuver, mais il voulait en savoir le moins possible. Belle illustration de revanche douce mais implacable d'un agent qui sait qu'à tout moment, comme dans le feuilleton, le message peut s'autodétruire et qu'en aucun cas une telle mission n'aura dès lors été commandée. Les services de renseignement sont les bras armés du politique, l'agence est le bras armé du ministère. C'est la face sombre d'un pouvoir qui, curieusement, aspire toujours à paraître vierge. Jacques Maté-Doré nous le confiait, il y a dans le milieu du renseignement un état d'esprit où l'humour et le cynisme président en permanence. Retour sur le témoignage d'un retraité du coup d'État, Kermit Roosevelt, à propos du renversement de Mossadegh. Ce ne fut pas très difficile, car le noyau dur des éléments iraniens était prêt à se mettre en mouvement. Ce qu'il fallait, c'était une certaine aide, un certain soutien physique et un peu d'argent, de cas en cas. Un peu d'argent, mais au fond, il est vrai, très peu d'argent, si l'on en croit l'information. Car une fois encore, toute information dans le renseignement est prétexte à intoxication. Info-intox, une sémantique qui envahira plus tard les médias comme une lente et inexorable tache d'huile. Le monde du renseignement pénètre nos cultures et nos réflexes, épouse et oriente nos conditionnements. Peu d'argent, peu d'hommes, une façon légère de faire et défaire l'histoire, comme James Bond ou son illustre ancêtre Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117. Nous retrouvons Kermit Roosevelt. Il y avait 6 ou 8 personnes de la CIA au plus. Quant à l'argent mis à notre disposition, je ne m'en rappelle plus. Mais je crois que nous pouvions compter sur 7 ou 800 000 $. Mais nous n'en avons utilisé que 10 000 au cours de l'opération. Vous dites qu'il n'a fallu que 10 000 $ et 6 ou 8 agents pour monter une opération de ce genre? Eh bien, les Iraniens s'étaient organisés eux-mêmes très bien. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était un soutien et, d'une certaine manière, la direction de professionnels. Nul doute en tout cas que l'opération iranienne a permis à l'agence américaine, là où elle avait relativement échoué dans sa mission en Europe pour contrer l'implantation communiste, de réussir un coup de maître forcément retentissant dans le milieu étroit du renseignement où, comme on l'imagine, certaines nouvelles se répandent très vite. Confirmation de ce succès par Tom Braden, ancien vice-patron de la CIA. Quel fut l'effet psychologique de cette opération sur l'agence?
Ce n'était pas la première sale combine menée à l'étranger avec succès, mais ce fut certainement la première de cette ampleur, vu qu'elle était compliquée, dangereuse, et qu'elle avait été accomplie avec tant de succès, avec si peu d'hommes et d'argent. Elle a en quelque sorte donné à l'agence son statut de majorité. Joseph Monzandi, correspondant en 1953 à Téhéran. L'été 1953 a été une période très agitée. Mossadegh était en danger et sa vie était menacée. Sa résidence aurait dû être sacro-sainte, mais cela n'a pas été le cas. Les gangs s'y sont attaqués. J'étais aussi horrifié par les massacres dans les rues et j'ai vu des chars tirer sur la résidence. Il y a eu de nombreux morts, environ 300 personnes en quelques heures. J'ai interviewé le Shah avec d'autres journalistes de la presse américaine. Il exultait d'avoir été sauvé. J'ai rencontré Kermit Roosevelt pour la première fois après le putsch. Par la suite, je lui ai souvent demandé si, avec le recul, il considérait que cela avait été une bonne idée. Il répondait « Oh oui, ça nous a donné un sursis d'une 20aine d'années. » C'était très réactionnaire. Il obéissait bien sûr à des ordres, mais il croyait sincèrement à sa mission. Stephen Kinzer. Le putsch de 1953 a été comme un coup de guillotine en Iran. Il a inauguré une période de grande répression et a totalement modifié le paysage politique. Non seulement la répression s'est intensifiée, mais des partis séculaires comme le National Front ou le Today ont été purement et simplement dissolus. Ils ont été totalement interdits après cette date. Alfred McCoy, journaliste. Le coup d'État de 1953 a été considéré à l'époque par la CIA comme un véritable succès. Il s'accordait parfaitement avec les idées du président Eisenhower, des frères Dulles et d'autres qui voyaient dans les opérations secrètes un instrument très puissant pour la politique extérieure américaine. Il a d'ailleurs servi de modèle pour les opérations postérieures, y compris celle de 1954 au Guatemala. Notre épisode était intitulé Ajax versus Pravda.
Histoire vivante vous a été présentée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la collaboration de Jean-Philippe Zwalen, Corinne Rochat, Valérie Danton et la voix de Franck Semlet. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch/histoire vivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 0848 828 818. Vous écoutez La Première et il est 21h.